Bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un article intitulé « Comment sauver une réunion qui est devenue tendue ». Son auteur, c'est Joseph Crény. Alors ça me semble un sujet très instructif. Sans plus perdre de temps, on y va. Le maire du comté de Salt Lake a tenu une réunion avec plus de 1000 citoyens qui n'étaient pas enthousiastes à la réalisation d'un des projets qu'il avait proposés. Ce qui avait commencé comme une réunion publique ordonnée a rapidement dégénéré en cris chaotiques, en insultes et en menaces politiques. Alors que le volume augmentait et que la valeur baissait, Macadam s'est levé. Il a été accueilli par des huées, des sifflements et des invectives. Les habitants se sont disputés bruyamment son intention d'une manière qui garantissait que personne ne serait entendu. Dans un moment remarquable, Macadam s'est suffisamment approché d'un microphone pour que sa voix perce le vacarme. Abordant une expression bienveillante et sereine, il a prononcé une déclaration simple et sincère qui a provoqué un silence remarquable et immédiat. Ceci est votre réunion. Si vous avez envie de crier et de hurler, vous êtes libre de le faire toute la nuit. Je vous écouterai aussi longtemps que vous le voudrez. Bien, on voit dans la réaction du maire les étapes à suivre pour bien mener une réunion qui commence à dégénérer. Une réunion qui devient chaotique. Dans la suite de l'article, on va expliquer, on va élaborer sur la question et on pourra vous aider efficacement à gérer vos réunions qui deviennent chaotiques. Il peut être étonnamment facile de mettre de l'ordre dans une réunion chaotique et de transformer un conflit en conversation si vous savez comment procéder. Il existe plusieurs facteurs qui font dérailler une réunion. Voici quelques exemples. Le monologue mutuel, par exemple. Ok. Le monologue mutuel, c'est typiquement la situation où dans la réunion, deux personnes s'envoient, disons, des pics. Le conflit est apparent, il n'est pas véritablement établi, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est généralement deux personnes dans la réunion qui s'envoient des pics, quoi. Donc il n'y a pas de dialogue, il y a juste des échanges de mots. C'est ça. D'accord. Un autre exemple est la bataille des silos. Ce cas de figure, c'est un cas dans lequel les membres de la même équipe ont des focus différents, on va dire. Ils ont des intérêts individuels, ou en tout cas pas forcément individuels, c'est-à-dire personnels, mais individuels dans l'entreprise. Ils ont des focus différents dans l'entreprise et donc se battent d'une certaine façon pour faire primer les 10 objectifs. D'accord, je vois. Et un agenda caché. Ah, ça c'est un peu plus subtil. C'est quand, je sais pas, le sujet de la réunion porte sur un sujet, Oui. dont le dernier mot va être tranché autrement que dans la réunion. C'est-à-dire à un moment différé, pas dans la réunion. C'est-à-dire que la réunion qui se tient en ce moment-là ne va pas être la réunion qui va décider de ce qu'on va faire par rapport au projet. Bon, je pense encore qu'on peut dire ici un agenda caché, c'est quand on parle d'un sujet en particulier, on veut prendre une décision sur un sujet en particulier, et les acteurs qui sont décisionnaires ont d'autres facteurs qui les influencent. Oui, et qui ne sont pas forcément déclarés. Et qui ne sont pas forcément liés à ce dont nous sommes en train de parler pendant cette réunion, en train d'analyser. Alors, un autre exemple, c'est le pandémonium. Ok, ça, bon, je ne sais pas comment le décrire autrement que le vrai chaos. Quand il n'y a pas véritablement de sujet central, de cœur de sujet, on passe d'un sujet à l'autre sans vraiment tabler sur des solutions précises, sur un sujet précis. Alors, on dirait plus que ça, c'est plus un manque de structure dans la manière dont la réunion se tient. Tout à fait. Et un dernier exemple, c'est le guerrier blessé. C'est vraiment très ironique de le dire. C'est quand une personne dans la réunion, un participant à la réunion, a été d'une façon ou d'une autre blessé dans son ego. Et par conséquent, la réunion se tient autour de comment réparer je dirais plus que c'est la personne étant blessée et maintenant sur la défensive
Elle est moins donc ouverte au dialogue. Oui, à discuter et à... Et vraiment, sur ces cas, vraiment en préparation d'être attaqué parce qu'elle a déjà été blessée auparavant par la réunion. C'est ça. Tout ça, c'est vraiment des situations, des exemples en fait de différents facteurs qui peuvent miner la qualité d'une réunion. Comme on a dit, ce sont que quelques exemples d'une liste vraiment beaucoup plus grande. Il peut y avoir beaucoup d'autres raisons qui peuvent tuer la productivité d'un groupe. Tout à fait. Mais le fait qu'on peut identifier certaines raisons comme ça, cela signifie que la plupart des conflits ne sont pas insolubles parce que la cause profonde de ces conflits ne sont pas des différences irréconciliables, mais un besoin fondamental non satisfait. Okay. Dans chacun des facteurs, il y a un besoin de quelqu'un qu'on identifie quand même et qui cause tout ce trouble-là. Donc, on peut penser plus après sur essayer de résoudre ce besoin-là, de combler ce besoin-là pour faire avancer les choses. Tout à fait. Alors, nous avons ici un exemple avec deux personnes qui peuvent nous illustrer un conflit et sur lequel nous allons nous baser pour montrer comment on peut résoudre ce conflit lors d'une réunion. Nous avons deux collègues, Chris et Alan, tous les deux responsables du personnel dans une certaine mesure. Alors, Chris, sa tâche est de doter les projets en personnel, c'est-à-dire il attribue à chaque projet un certain nombre de personnes pour atteindre les objectifs, pour travailler sur ces projets et atteindre les objectifs qu'on lui a fixés. Alan, lui, se concentre sur le plan de carrière des employés. Donc, il fixe des programmes pour permettre à ces personnes d'acquérir en compétences et de monter en grade, d'être promues où c'est nécessaire. Alors, au jour le jour, Alan doit souvent retirer les employés des projets pour qu'ils assistent à des formations. Pour acquérir de nouvelles compétences. Et Chris se trouve alors frustré parce que leur absence interrompt la programmation qu'il a fait sur les projets. Et ça rend en fait certains projets en sous-effectif. D'accord. Donc ces deux-là sont en quelque sorte en opposition, on va dire, par rapport à leurs tâches. Ils se retrouvent tous les deux dans une réunion où on veut programmer, je ne sais pas, le temps, attribuer à chacun le programme de chacun, planifier les ressources humaines, le déploiement des ressources humaines dans l'entreprise. Ces deux-là se retrouvent très souvent un peu en conflit, quoi. Oui. Dans l'extérieur, on pourrait vraiment estimer que, on pourrait penser que l'un sabote l'autre. Oui. Parce que si je dois mettre des gens sur des projets et que ces projets-là doivent être dans un certain état d'avancement et que dans une période donnée, toi, tu les retires pour les mettre en formation, tu mets un petit peu à mal les projets sur lesquels je travaille. Donc, dans l'autre sens aussi, parce que Alan peut se dire, moi je travaille à faire acquérir des compétences et toi tu ne veux pas en fait que les autres acquièrent de nouvelles compétences, voilà, tu ne veux pas leur permettre de progresser. En fait, ça te met un peu en porte-à-faux. Les uns et les autres estiment qu'ils ne sont pas assez respectés dans leur travail. Voilà. Donc dans une réunion, il est très probable que les esprits s'échauffent et que les choses dérapent très rapidement. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on précise qu'un observateur... Oui, alors, un observateur naïf pourrait penser que ce conflit est lié à des objectifs concurrents ou à des frictions personnelles. Peut-être qu'ils ne s'aiment pas tous les deux, en fait, c'est pour cela que ça part en fumée. On s'enflamme tout le temps. Mais ce n'est absolument pas le cas. Le problème est qu'un manager incompétent a encouragé une communication invalidante. Point très très intéressant. Là, on mentionne tout de suite le manager. Quelque part, c'est assez vrai parce que si ils sont chapeautés par un manager, il est logique que cette personne-là voit dans quelle mesure les projets sur lesquels ils travaillent individuellement s'imbriquent et parfois se contredisent. En tant que manager, il doit aussi prendre le lead. C'est ça. Et montrer comment décanter la situation. C'est ça. Ne peut pas être il faut qu'il soit proactif là-dessus. Non seulement ça, tu ne peux pas être responsable d'équipe, être conscient qu'il y a des conflits de ton équipe et croiser les bras en attendant que ça se résolve tout seul. C'est ça. Donc ça revient au manager, il revient au manager de gérer ce genre de problème. Oui. Donc si ces deux personnes se retrouvent dans une réunion et que les esprits s'échauffent, qu'on ne s'écoute pas, qu'on se fait des reproches, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors nous avons ici 4 étapes qu'on peut suivre pour transformer le conflit en conversation. La première étape, c'est interrompre le chaos. Toutes les émotions ont un rythme. Oui. Et l'une des meilleures façons de changer l'émotion d'un groupe est de changer son rythme. On est d'accord. Moi, je ne vois pas de meilleure façon d'illustrer ça que de donner un exemple. Mais avant qu'on ne donne un exemple, moi, j'aimerais quand même revenir sur le rythme et les émotions.
Oui. On a par exemple des émotions calmes, comme le bonheur, la sérénité, le bien-être. Oui. Ça, ce sont des Elles ont tendance à venir tout doucement. Voilà, c'est ces émotions avec un rythme tout doux. Notre cœur ne s'emballe pas, on est tranquille, on se sent bien, on est relaxé. Et on a des émotions un peu plus chaotiques, peut-être que quand on est stressé, quand on est en colère, quand on est en conflit avec quelqu'un, quand on est triste, quand on est blessé. Et ça se manifeste par un beaucoup plus élevé où on avait une cardiaque qui s'élève, des fois on entend cet homme pas tellement on est en colère. Oui, le pouce s'accélère. En fait, on ne contrôle pas vraiment la situation. Sa respiration, on est essoufflé. Donc, c'est ça le rythme qui est associé aux émotions. Donc, quand les foules sont en colère ou quoi, on sent bien sûr, on est en colère, tout est ébouillonné, tout le monde est sur les nerfs, au max. Et l'idée, c'est de ramener le rythme tout doucement et donc de forcer les émotions à suivre le nouveau rythme et donc les émotions aussi à changer dans le même temps. Ok, donc l'objectif c'est vraiment de passer d'un état A à un état B. Oui. Ok. Du coup, moi je donne mon exemple. Oui. En fait, il n'y a pas qu'un exemple. Quand on se retrouve face à une foule qui ne s'entend pas, où les gens ne s'écoutent pas, où il n'y a que de l'hostilité, les gens sont sur la défensive en train de se crier tout et n'importe quoi, il y a plusieurs façons de faire. Certaines personnes choisissent de se taire, parce que ça, je pense que ça dépend de l'autorité de la personne. Oui. Si tu as une certaine autorité, un certain charisme, une certaine présence, le fait que tu te taises d'un coup peut changer la donne. Ça change le rythme véritablement de la foule. Certaines personnes choisissent d'élever la voix. Élever la voix un petit peu au-dessus du bruit que fait la foule pour lui indiquer que vous êtes là. Mais élever la voix, ça ne veut pas dire qu'il faut élever la voix et parler à crier sur les gens pendant un moment. Non, on élève la voix juste pour attirer leur attention et pour changer le rythme, comme on l'a dit. Et une fois qu'on a l'attention, maintenant, on change de ton. C'est ça. D'aucuns choisiraient, par exemple, de casser quelque chose. Parce que ça ferait un bruit, un son qui attirerait l'attention des gens. Taper sur une table. Oui, taper dans les mains. Il y a plein de façons de faire. Mais l'objectif, c'est vraiment de calmer la foule et de changer le rythme. Là, on parle de foule, mais revenons à Alain, qui sont en réunion en train de se crêper le chignon parce que, toi tu prends mes... toi tu prends mes gars, tu enlèves mes gars de mes projets, toi tu ne veux pas que les gars avancent en compétence, c'est quoi ton problème? Tu es le manager dans cette réunion, tu les vois pour nous, ça n'a même plus de sens les arguments qu'ils donnent, tellement les esprits sont échauffés. Qu'est-ce que tu fais? Ok, comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs exemples qui peuvent être exploités en tant que manager. Soit j'élève la voix pour calmer les choses et ramener la balle à terre, soit je fais un son, je me débrouille pour être remarqué en fait. Oui, comment? Disons tu es le manager dans cette situation, tu fais quoi? Tu dis quoi? Écoute, moi je suppose que j'ai assez de charisme, bien sûr, assez tu es responsable de la réunion. Voilà. Donc les participants à la réunion ont quand même une certaine estime pour moi, un certain respect pour moi. Donc moi je prends la parole et je dis quelque chose comme d'accord, j'aimerais qu'on fasse une pause et qu'on récapitule tout ce qui vient de se passer. Donc ce n'est même pas forcément quelque chose de très élaboré à essayer. Non. Juste casser le rythme, c'est vraiment l'objectif. Vraiment l'objectif. Oui. Alors la deuxième étape, c'est passer au processus. Et la première partie de cette étape, c'est attirer l'attention sur ce qui se passe de manière pragmatique. Ok. Moi, je voudrais commencer en indiquant pourquoi c'est important de passer par cette étape-là. En réalité, quand on est dans le conflit, on est dans la réunion chaotique et que tout le monde entend des choses qui peuvent le fâcher, il est très, très, très probable que la réunion ne mène à rien. Donc, la première des choses, c'est vraiment de calmer les tempéraments. On permet à tout le monde de descendre d'un cran et d'avoir un état d'esprit égal. En tout cas, c'est l'objectif. Deuxièmement, ça permet de changer d'ennemi. Parce que quand dans la réunion, deux personnes ou plus sont en train de s'insulter presque, en tout cas quand la réunion est chaotique, on finit par considérer les autres comme nos ennemis. En tout cas, il y a
quand même moyen qu'on prenne les choses personnellement et qu'on en arrive à penser que nous sommes ennemis. Et ici, l'importance de changer le processus, c'est de faire en sorte que l'ennemi change en fait aux yeux de tout le monde. Qu'on ne prenne pas l'autre comme notre ennemi, mais qu'on considère que c'est le processus que nous sommes en train de suivre qui est notre ennemi en fait et qu'on pense à le changer. Troisièmement, ça permet de responsabiliser chacun dans la recherche d'un processus plus efficace. C'est vraiment l'objectif que vise cette étape-là. Donc, le but, c'est de changer le processus qu'on est en train de suivre. D'accord. Alors, comment on fait ça? La suite, donc une fois qu'on a attiré l'attention sur ce qui se passe, il faut exposer ce qui semble se passer sans attribuer de plainte. Donc, on fait cela sans attribuer de plainte, mais tout en montrant les conséquences de la poursuite de la voie actuelle. Et une fois qu'on a décrit l'évidence, il faut demander au groupe de confirmer cette observation. Et il s'agit là d'une étape psychologique essentielle. En clair, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de décrire la situation sans désigner de responsable, sans désigner de coupable. Et s'assurer que tout le monde autour de la table, en tout cas toutes les personnes qui participent à la réunion, sont d'accord avec l'observation qu'on vient de faire. Ça, c'est primordial, c'est essentiel. Ça nous permet ensuite de... Si on revient à Christine Nolan, où tu es le manager comme toujours, alors tu as attiré l'attention, tu as demandé de faire une pause, maintenant tu veux passer au processus. Que dirais-tu dans ce cas-là pour passer au processus? Je vais peut-être sembler me répéter, mais notre objectif dans cette situation-là, c'est de changer le processus. Si on reste dans la réunion chaotique, on a l'impression que l'ennemi, les ennemis, c'est Chris et Nolan. En tout cas, eux, ils considèrent qu'ils sont ennemis. Ils pourraient considérer qu'ils sont ennemis. En tant que manager, mon but, ça va être de leur faire réaliser qu'ils ne sont pas ennemis, qu'il n'y a pas d'ennemis autour de la table, que l'ennemi, c'est le processus que nous sommes en train de suivre. C'est le processus que nous suivons qui est problématique et qu'il faut enclencher. Il faut se mettre en route pour le changer. Il faut adopter un processus différent. Donc, je leur fais réaliser clairement, vous n'êtes pas vous n'avez pas à vous sentir coupable. Je ne désigne pas de coupable d'ailleurs. Je décris la situation telle qu'elle s'est passée. Donc, si j'ai bien compris, nous avons fait une réunion pendant, disons, 30 minutes. Et au bout de ces 30 minutes-là, on ne s'entend pas. Tout le monde balance des arguments à la volée, mais personne n'écoute véritablement ce que l'autre a à dire. Et j'ai le sentiment que si on passe 8 heures de temps encore dans cette réunion, rien ne changera. Au bout des 8 heures-là, on en sera toujours au même point. Et à ce moment-là, je demande à toute l'assemblée, toutes les personnes qui participent à la réunion, est-ce que vous êtes d'accord avec l'observation que je viens de faire? Là, je n'ai pas désigné de coupable, je n'ai pas désigné de responsable, mais je fais une observation neutre. Donc, tu as juste en fait marqué quel est le problème réel qu'on a dans cette réunion actuellement. C'est ça. C'est qu'on est à un point mort où tout le monde s'envoie des pics, tout le monde s'envoie des arguments sans queue ni tête, mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'avancée. Et on tourne en rond. Et là, tu expliques que tu as le sentiment qu'on tourne en rond. Donc, tu dis voilà ce qui se passe, on tourne en rond. C'est ça. Et non, voilà ce qui se passe, on parle sans rien dire. Moi, j'ai le sentiment qu'on tourne en rond. Est-ce que vous avez le même sentiment? Exactement. D'accord. Et à partir de là, idéalement, ils vont tous acquiescer en fait, parce que c'est le constat. Et l'attention est vraiment reposée et vraiment reportée sur moi en tant que manager. Non, je veux dire sur le sujet. L'attention n'est plus reportée sur Chrissy Alan qui se prenne la tête. L'attention maintenant est reportée sur le fait que on tourne en rond. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter de tourner en rond? Voilà. D'accord. Alors, la troisième étape, c'est proposer une structure. Proposer un processus qui garantit que tout le monde sera entendu et ralentir le rythme afin d'apaiser les émotions. Ensuite, demander à l'interlocuteur de s'y engager. Donc, on disait tout à l'heure qu'on avait un mauvais processus. On propose un nouveau processus. D'accord. Plus optimal, plus efficace. Et on propose une structure surtout. Parce que dans le chaos, il n'y a pas de structure. C'est la définition même du chaos. Donc, à partir du moment où on veut changer la donne, on propose une structure. On propose que la réunion se passe de telle façon, que le rythme soit plus structuré, plus ordonné et que tout le monde puisse entendre ce que l'autre a à dire. Alors, toujours avec Chrissy Alan,
qu'est-ce que tu ferais en tant que manager? Qu'est-ce que je devrais faire en tant que manager? Ok, tu me demandes. Ok, moi, en tant que manager de Chris et Alan, je leur dirais à cette étape-là, c'est-à-dire on a déjà fait les premières étapes. Oui. À cette étape-là, je dirais peut-être, on va commencer par Chris. On va le laisser exprimer quel est son besoin, quel est son manque, quel est son problème en fait. Parce que je suppose qu'on est dans une réunion de planification pour le personnel et les deux s'opposent parce que chacun a des priorités différentes. Oui. Donc, Chris explique quel est lui son besoin et quelles sont ses difficultés pour atteindre cet objectif. On l'écoute et on demande à chacun en fait d'exprimer ce qu'il a compris pour s'assurer que Chris a bien compris ce que Chris voulait dire. Oui. Et après, je demande à Alan de faire la même chose. Et cet exercice va probablement nous pousser à avoir les traits communs entre les deux et à avancer vers la résolution du conflit. Ok. Ça te semble raisonnable? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça respecte très bien le conseil. Voilà. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose que j'impose. Je propose ça et je leur demande si ça leur convient. Sinon, est-ce qu'ils ont une meilleure proposition pour comment on continue la réunion? Parce que quand même, on veut ramener le dialogue, mais pas en utilisant un outil de dictature. Tout à fait. Surtout qu'on a dit qu'on voulait que chacun soit responsable, chacun se sente responsable. Et que tout le monde soit entendu. C'est ça. Donc voilà, il faut vraiment leur laisser la parole. Moi-même montrer cet exemple-là en tant que manager avant d'attendre qu'ils aient cette approche-là les uns envers les autres. C'est ça. Alors la quatrième étape, donc la dernière, c'est de respecter l'accord. Il y a de fortes chances que même avec la nouvelle structure, des émotions persistantes inciteront à quelques tentatives de transgresser les limites. Lorsque cela se produit, vous n'avez pas besoin de devenir punitif. Tout ce que vous avez à faire est de souligner la divergence et de demander s'ils souhaitent poursuivre leur engagement. Ok. Donc, on a créé un nouveau cadre, on a créé un nouveau processus, on l'a structuré et tout le monde a donné son accord pour le suivre. Donc, à partir du moment où on lance le suivi de ce processus-là, si une personne sort du rang, si une personne essaie de procéder comme on le faisait auparavant dans le chaos, c'est carrément tous les participants à la réunion qui vont intervenir pour lui rappeler que qu'on s'est imposé une ligne de conduite et qu'il est en train de dépasser. D'accord. Compte tenu de cette étape, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puisqu'on revient toujours à l'année Chris? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas, toi en tant que manager, qu'est-ce que tu fais dans ce cas pour l'année Chris? Supposons qu'on s'est entendu, Chris a commencé en parlant, en expliquant qu'il a des projets qui ont des deadlines et qu'il a besoin d'un certain nombre d'effectifs sur ce projet pour les faire à temps. Donc, il ne peut pas se passer d'une seule personne sur ce projet-là. Et donc, il a expliqué, et on a passé la parole à Alan, qui devait nous expliquer pourquoi il a besoin de programmer ses formations ainsi. Mais Alan commence à expliquer que oui, moi je programme mes formations, et puis Chris n'arrête pas de mettre les bâtons dans les roues. Donc, il revient dans notre schéma précédent de conflit. Et quand Alan dit ça, bon, moi, en tant que manager, je l'arrête et je dis, bon, Alan, là, tu es en train de recommencer à pointer du doigt. Alors que tu devais plutôt nous expliquer tes besoins. Là, tu n'es pas en train de le faire. Est-ce que peut-être vous préférez qu'on passe dans un schéma où chacun dise plutôt ce qu'il reproche aux autres, plutôt qu'on exprime les besoins à combler? Et ça, je demande à tout le monde, est-ce que c'est cela que vous voulez faire, ce processus que vous voulez faire, ou bien celui qu'on a enclenché? Puisque déjà, c'est un processus qui a déjà été enclenché et qu'une personne a déjà fait. Il y a peu de chances qu'ils veulent commencer un nouveau processus parce que ça fait que les choses vont durer encore plus longtemps. En plus, un processus qui n'a pas vraiment rien de constructif. Donc, il est fort probable qu'ils vont tous dire non, on veut continuer avec le processus qu'on a fait. Alan, s'il te plaît, concentre-toi sur ce dont tu as besoin. Donc, non seulement moi je recadre, mais aussi les autres, les collègues, aident à garder le processus. Parce que moi, je respecte. Dès qu'il y a ça dévie, je fais pause et j'énonce en fait que ça vient de dévier. Et donc, je demande ça vient de dévier. Voulez-vous continuer comme on avait dit, vous voulez-vous dévier? Et donc, je leur laisse la parole, je leur laisse le choix. Ils choisissent probablement de continuer parce qu'on a déjà commencé. Ça a plus de sens de continuer d'aller jusqu'au bout de ce processus-là que de commencer un autre en plein milieu. Donc, voilà. Et à partir de là, Alan reviendra peut-être dans le droit chemin, forcément. Et on va pouvoir avancer dans la discussion. Ok. Ça conclut bien les étapes à suivre. Voilà. On va dire,
bien illustrer cela, on a parlé d'Alan et tout ça. On va revenir à notre exemple du début avec le maire qui faisait face à une foule. Oui. Et on va montrer comment il a agi et comment sa réponse respecte ces différentes étapes. Alors, tout d'abord, le maire a interrompu le chaos et a porté l'attention de la foule sur le processus en déclarant « C'est votre réunion. Si vous voulez crier et hurler, vous êtes les bienvenus toute la nuit. Je vous écouterai aussi longtemps que vous voulez. » Ensuite, il a proposé une structure en disant « Si et quand vous voulez entendre ce que j'ai à dire, je prendrai la parole, mais pas avant que ce soit calme. Je ne crierai pas pour être entendu. » Donc là, il a une structure claire. Quand c'est calme, je parle. Quand ce n'est pas calme, je ne parle pas. Donc, maintenant, après qu'il ait dit ça, il y a eu des éruptions. C'est-à-dire, un homme s'est levé pour venir sur la scène, quelqu'un a fait des commentaires dérogatoires, il est passé au sujet. Et à chaque fois que ça s'est passé, plutôt que de se battre pour garder le contrôle, Macadams a simplement respecté l'accord. Il a dit, il semble que quelqu'un veuille le micro. Je vais m'asseoir et attendre mon tour, à moins que vous ne décidiez autrement. Et alors qu'il s'apprêtait à céder sa place pour laisser les autres parler, la personne qui est venue sur scène ou la personne qui criait, le public a crié aux autres à chaque fois de se taire et de laisser le maire parler. Ça illustre totalement. Et donc, comme ça, il a pu faire sa communication jusqu'à la fin. Ok, ça décrit très bien les étapes que nous avons énoncées là. On calme le public, on calme les esprits qui s'échauffent, on propose de changer de structure, on change la structure et on change le processus et on le structure et on fait en sorte que tout le monde l'accepte et le fasse respecter jusqu'au bout. C'est ça. Oui. Mais bon, je ne sais pas si tu remarques quand même que même si le maire il a pris la parole, il a parlé, il a pu se faire entendre, il n'a pas changé les avis. Tout à fait. Il a juste fait en sorte qu'on puisse s'entendre. Il a juste fait en sorte que les échanges puissent se tenir. Et c'est le plus important en fait. Quand, dans une discussion chaotique, il faut comprendre que le problème, ce n'est pas... comment dire ça? De convaincre? Oui. L'objectif, c'est pas de convaincre l'autre, c'est d'avoir un minimum l'opportunité de s'exprimer, l'opportunité d'être entendu. Et généralement, c'est le processus qu'il faut questionner. D'accord. Alors, on est arrivé presque à la fin. On va récapituler le conseil que nous donnons aux responsables de réunion quand il y a un conflit, quand une réunion devient tense, on va dire. Alors, bon, la prochaine fois que le conflit commence à éclater lors de votre réunion, essayez de vous concentrer sur le processus plutôt que sur le contenu. Et il y a de fortes chances que vous puissiez désamorcer la colère et la frustration suffisamment longtemps pour aller de l'avant. Ça fait un bon mot de fin pour moi. C'est un beau conseil. Oui. À noter. On ne vous garantit pas que ça va vous permettre de convaincre. Oui. Mais au moins, vous pourrez vous exprimer et vous pourrez entendre les avis. Vous pourrez entendre les autres. Vous pourrez vous entendre, tout simplement. On va tout doucement vers la fin de l'épisode. Et bon, comme d'habitude, on vous laisse avec une question pour que vous puissiez nous donner votre avis dans les commentaires. Aujourd'hui, c'est moi qui vous pose la question. Alors, selon vous, quels sont les facteurs qui pourraient invalider le processus que nous avons décrit dans cet épisode? Dites-nous, citez-nous toutes les idées, tout ce à quoi vous pensez par rapport. Les situations dans lesquelles ce processus, ces étapes que nous avons cités pourraient ne pas marcher. Oui. Ne soyez pas avare en situation, en idée. On lit tout, on répond à tout. On vous remercie pour avoir suivi cet épisode. Likez si vous a plu. On se retrouve très bientôt pour parler d'un nouveau sujet. Alors, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer le nouvel épisode. Et en attendant, gardez votre esprit d'équipe. Bye bye.